pour vous donner la meilleure information possible. Puis comme producteur, moi j'en suis un producteur, là, je pense qu'on a tout intérêt à faire comme vous faites ce soir, là, participer à ces événements-là, prendre la bonne information pour être capable de se protéger chacun chez nous, soit sur nos fermes ou protéger notre industrie. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui proviennent de l'industrie aussi ce soir qui ont beaucoup à perdre là, dans une histoire de grippe aviaire comme celle-là. Fait que, moi, je salue votre présence. Votre présence nous témoigne de l'intérêt que vous avez pour notre secteur puis pour l'industrie. Puis, je vous invite à écouter très attentivement là, de la présentation de Martin. Puis, donc, je te repasse la parole, Martin, puis je te laisse faire ta présentation. Merci, Paulin. Donc, je vais faire ma présentation qui dure peut-être 15-20 minutes, là. Ce n'est pas une présentation pour vous endormir en soirée, du moins je l'espère. Et pour mentionner qu'après, si vous avez des questions, bien, on verra là, dans le mieux du possible, là, essayer d'y répondre. Si on n'a pas les réponses, bien, on pourra aller les chercher et éventuellement les retransmettre là, par les messages de l'ECMO. Donc, Léla, il faudrait que tu actives le partage d'écran pour que je puisse faire ma présentation. Merci. Donc, effectivement, l'influenza aviaire, c'est un gros nuage gris au-dessus de nos têtes. Donc, pour la présentation de ce soir, je vais d'abord revenir brièvement sur la description de la maladie. C'est quoi la menace auquel on fait face? Ensuite, je vais présenter un bref historique des cas au Canada. Donc, c'est la première fois qu'on est affligé par cette maladie-là dans le secteur de la volaille au Québec, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des cas au Canada. Ensuite, on va faire le point sur l'état de la situation actuelle au pays et aux États-Unis. Donc, on n'est pas les seuls là, dans ce bateau, dans une mer tourbillonnante. Et on va ensuite parler de comment la maladie se propage. Et pour terminer, donc, c'est quoi les risques d'introduction dans le cheptel domestique et comment on peut gérer ce risque-là. Donc, l'influenza aviaire, c'est une maladie virale, c'est donc un virus qui est hautement contagieux et il y a de nombreuses souches de cette maladie-là. Donc, on a tous vu des acronymes. Là, on fait face au H5N1, il y a déjà eu le H6N8, il y a déjà eu d'ailleurs le H5N1 en Asie il y a de nombreuses années, mais ce n'est pas la même code génétique là, du H5N1 auquel on fait face présentement. Et on parle souvent là, de l'influenza aviaire faiblement pathogène ou hautement pathogène. Et ce qualificatif-là est relié à la sévérité que la maladie cause chez les oiseaux. Donc, dans la situation actuelle, on fait face à un hautement pathogène qui peut causer des taux de mortalité là, très importants, pouvant aller de 50 et même jusqu'à 100%. Le réservoir de ce virus-là, c'est chez les oiseaux migratoires. Puis, les oiseaux, les volailles qui en sont susceptibles, bien, on retrouve le poulet, donc toute la famille du poulet qui comprend le poulet de chair, les types d'oiseaux pour la ponte, donc pour les œufs de table, ensuite la ponte pour les œufs d'incubation d'oiseaux à chair, sont tous susceptibles. La dinde, particulièrement susceptible à la maladie, on verra plus tard là, dans les cas aux États-Unis puis au Canada. Les canards, les cailles, les oies, et ainsi que plusieurs types d'oiseaux sauvages. Bien que rares, les humains peuvent être infectés par certaines souches du virus. Dans le cas qui nous concerne, le H5N1 actuel n'est pas un enjeu pour la santé humaine. Donc, heureusement, ce n'est pas un enjeu pour la santé humaine dans ce cas-ci, ni pour la salubrité des animaux. Le Canada a connu pour la première fois là, une éclosion d'influenza aviaire dans le volaille commercial en 2004, comme Paulin a mentionné tout à l'heure,
où on avait eu 42 sites commerciaux en Colombie-Britannique qui avaient mené au dépeuplement de 80 à 90 du cheptel de la province. Donc, à l'époque, ni l'industrie ni le gouvernement n'étaient préparés à faire face à une telle crise, ce qui a causé l'impact qu'on connaît et engendré des pertes de plus de 380 millions de dollars. Ça a été une grande leçon et par la suite, donc, et les gouvernements et l'industrie ont commencé à s'organiser pour se doter de plans d'urgence et de plans d'intervention. La maladie est revenue en 2005 dans une forme faiblement pathogène chez des canards en Colombie-Britannique. Ensuite, en 2007, dans une forme hautement pathogène chez des reproducteurs de race lourde. En 2009, retour en Colombie-Britannique chez des dindes et des oiseaux reproducteurs. En 2010, chez des dindes de reproduction au Manitoba, encore là une souche hautement pathogène. Encore une fois en Colombie-Britannique, en 2014 et en 2015, à différents types de volailles commerciales. Puis, en 2015, en Ontario, chez des repros de dinde et de la dinde commerciale, et je pense qu'il y avait un troupeau aussi de repros de race lourde. Donc, on a vu de façon générale, au cours de cette période-là, une migration vers l'est de la maladie. Et en fait, l'introduction venait là, sans doute d'un croisement entre la voie migratoire du Pacifique et la voie migratoire de l'Asie lors des grandes migrations estivales, donc dans le nord du continent. Et puisqu'à l'époque, il y avait des souches qui étaient présentes en Asie. Et ensuite, donc, il y a eu propagation au Canada. Puis, finalement, ça a été plus tranquille, disons, pendant quelques années, là, depuis le dernier événement en Ontario, chez un troupeau de canards en 2016. On se rappellera qu'aux États-Unis, en 2015, ils avaient connu leurs plus grands épisodes de maladies dans le secteur des productions animales avec l'influenza aviaire, où il y avait eu là, des pertes d'environ 50 millions de volailles dans cette éclosion-là. Si on regarde la situation récente, elle a débuté en novembre dernier dans les provinces atlantiques, donc avec des détections là, chez des oiseaux sauvages, des élevages de basse-cour, et encore aujourd'hui, il peut y avoir des détections chez ce type d'oiseaux-là. Par la suite, il y a eu des détections en Nouvelle-Écosse, encore là, chez des oiseaux sauvages, un élevage de basse-cour, plus qu'un, en fait, il y a eu 2 ou 3. Puis, il y a eu le premier cas au Canada, là, dans l'épisode actuel, chez un troupeau commercial, c'était du dindon de chair. Il y a eu des détections par la suite chez un goéland au Nouveau-Brunswick, un pigargue à tête blanche à l'île du Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. Ensuite, un faucon à queue rouge en Ontario. Il y a eu d'autres détections là, dans les provinces atlantiques, là, chez des corvidés, donc corbeaux, puis aussi chez des rapaces là, comme le harfang des neiges. Puis, là, évidemment, dans les dernières semaines, toutes récentes, là, on a vu une éclosion dans plusieurs cas chez des élevages commerciaux et des petits élevages en Ontario. Ils sont rendus, je pense que c'est à 14 maintenant, j'ai marqué 13, mais je pense qu'on est rendu à 14 élevages. Puis au Québec, là, on a 2 élevages déjà confirmés aujourd'hui, plus un autre élevage en investigation. Puis on avait eu la déclaration du ministère de la Faune il y a environ une semaine, lundi, la détection chez une bernache dans la région de Granby, puis 2 oies des neiges en Montérégie à 2 endroits différents. En Saskatchewan, il y a aussi une détection. Puis en Alberta, sont rendus, je pense, c'est 7 élevages présentement. On va le voir aussi tout à l'heure. Donc, toutes les provinces canadiennes, là, présentement, ont des détections soit chez des oiseaux sauvages, des élevages de basse-cour ou des élevages commerciaux. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a donné une conférence publique
lundi, je pense, et on a annoncé que en date du 10 avril, il y avait 200 000 oiseaux infectés au Canada, dont environ 80 000 en Ontario. Donc, déjà, ces chiffres-là sont caducs puisqu'il y a déjà eu d'autres cas qui ont été annoncés cette semaine, dont les cas au Québec. Dans le non commercial, on peut voir là, différentes espèces d'oiseaux. Évidemment, je ne passerai pas en revue tout ça, mais juste pour montrer là, la variété d'oiseaux qui peuvent être porteurs ou infectés par la maladie. Donc, on a beaucoup d'oiseaux marins, là, les canards, les bernaches, les oies, les goélands, mais puis on a aussi plusieurs rapaces ou charognards comme les harfans, les neiges de pigargue à tête blanche, on a des urubus, des grands corbeaux, puis on a des oiseaux comme le jet bleu, donc la Gélina tupée. On voit qu'il y a des espèces qui ont moins de cas détectés, mais qui nous montrent l'ampleur de l'impact de cette maladie-là aussi dans la faune. Puis le fait qu'il y a certains de ces oiseaux-là qui pourront se retrouver à proximité des bâtiments d'élevage et représentent donc une menace de contamination à cet effet-là. On voit ici d'une façon différente au Canada, donc la distribution du pourcentage des résultats positifs sur chaque type d'oiseau, donc beaucoup le canard, beaucoup les corneilles, donc, et puis toute une panoplie d'oiseaux qui peuvent être infectés par la maladie. Donc, si on regarde la situation en Ontario, on est rendu à 14 cas. La plupart, ce sont des troupeaux commerciaux avec quelques petits élevages, 3 ou 4 petits élevages. Et ça a commencé donc le 27 mars. En l'espace de seulement 2 semaines, on est rendu à 14 cas et distribués un peu partout dans la province. Ce qui nous témoigne que ce sont pratiquement toutes des introductions uniques, donc des introductions séparées. Ce qui montre l'ampleur du risque. Et l'agence nous dit que la manifestation de la maladie se fait normalement très rapidement, en 24 à 48 heures, et on va voir des taux de mortalité là, qui vont s'accroître très rapidement. Et en général, il y a peu de transmission verticale, évidemment, sauf qu'il y a des déplacements d'oiseaux ou du personnel là, qui est en étroit contact avec les oiseaux. On a 2 cas confirmés dans l'est de l'Ontario, dont la zone de contrôle établie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments chevauche une partie du territoire québécois. Donc, on peut voir là, sur la carte, c'est peut-être petit pour certaines personnes, là, mais donc on voit une petite municipalité d'Alousie qui est sur le côté du Québec et qui a donc des impacts là, sur la circulation, pour les livraisons de moulées, etc., dans ces installations-là, et l'obligation de faire des tests avant qu'il y ait des sorties d'oiseaux de ces zones-là. En Alberta, donc 7 cas chez des élevages commerciaux. Il y a juste le premier qu'on savait que c'était de la dinde. Les autres, on n'a pas d'informations sur le type d'oiseau. Encore la même chose qu'en Ontario, une distribution géographique très large. Et on voit encore que ça semble être des introductions. On ne peut pas le savoir là, parce qu'on ne connaît pas les liens épidémiologiques. Mais ce que l'agence nous dit, c'est qu'encore là, c'est essentiellement des introductions uniques, qu'il n'y avait pas de lien entre eux. Donc, au Québec, on a une situation là, qui évolue quand même assez rapidement aussi, moindre que les autres provinces pour l'instant que je vous ai présenté. On a eu un cas de basse-cour il y a à peu près une dizaine de jours qui avait été suspecté. Il y avait des tests qui ont été faits. Finalement, c'est sorti négatif. Puis aujourd'hui, il y a eu confirmation d'un élevage commercial en Estrie.
puis un élevage de basse-cour aussi en Estrie, mais dans des endroits différents. Puis, il y a aussi un autre élevage là, qui a été annoncé en investigation et en quarantaine dans la même région, mais encore là, à un endroit différent. Aux États-Unis, les oiseaux sauvages, je passe rapidement. Ça ressemble un peu à la situation au Canada, donc même type d'oiseaux, mais beaucoup de détection là aussi. Au niveau de la basse-cour, aux États-Unis, ils sont rendus à 57 cas représentant plus de 26 000 individus. Puis, c'est dans le commercial là, où ça commence à faire vraiment mal. Donc, on voit poulettes, pondeuses et repros légères, 13 cas à ce jour, représentant près de 19 millions d'oiseaux. Poulet à chair, 10 cas, représentant environ 2 millions d'oiseaux. Les dindes commerciales et de repros, 85 cas, représentant 3,7 millions d'oiseaux. Puis, certains troupeaux multi-espèces ou de gibier en élevage, pour un total de presque 25 millions d'oiseaux sur 112 sites de production. On voit ici la distribution géographique des cas aux États-Unis. On avait commencé avec quelques cas dans la côte atlantique. On voit que la maladie a rapidement migré vers le nord-ouest. Et là, on voit un noyau important de cas dans des zones de haute production, là, quand on parle de l'Iowa, Dakota du Sud, et on voit là, une concentration, beaucoup de cas chez les dindes, comme on peut le voir par la couleur pourpre. Poulet à chair, quelques cas en jaune. Donc, on a une idée de la distribution. Et on peut voir ici là, le vecteur principal de propagation là, par les oiseaux sauvages. Donc, on pense que la voie migratoire de l'Atlantique, qui avait été épargnée jusqu'aux épisodes de 2014-2015, aurait été contaminée par des voies migratoires de l'Europe. Et parce que la maladie, le H5N1, sévit en Europe depuis maintenant plusieurs mois, il y aurait plus de, je pense, du 1300 ou 1400 cas seulement qu'en France. Il y a 34 pays d'Europe qui font face à des cas de maladie. Et c'est la même souche là, qui est traversée en Amérique. Et que là, on voit que par les croisements des voies migratoires là, du sud vers le nord, les voies migratoires se contaminent, d'où le fait qu'on voit là, une propagation des cas chez les élevages commerciaux à différents endroits. Et j'ai même vu là, cette semaine qu'il y avait un cas d'annoncé au Colorado. Donc, c'est bien possible là, que dans l'année en cours, toutes les voies migratoires de l'Amérique soient porteurs, si on peut dire, de ce virus-là. Ce qui m'amène maintenant au message essentiel là, de la présentation. Pour protéger nos fermes, faut se mettre en tête là, les principaux facteurs qui font qu'on peut attirer d'abord les oiseaux sauvages. Puis ensuite, on va voir le vecteur de transmission puis les mesures qu'on doit prendre là, pour protéger nos cheptels domestiques. Donc, évidemment, ce qui attire les oiseaux, il y a quelques facteurs majeurs. La proximité des champs de culture, particulièrement, par exemple, le maïs, où on a toujours des résidus après les récoltes. Lors des migrations printanières, eh bien, on voit que c'est des lieux privilégiés pour les oiseaux migrateurs de prendre repos et même de pouvoir s'alimenter en partie. Donc, plus ces champs-là sont à proximité de nos bâtiments, plus le risque il va être élevé à cet égard-là. Lorsqu'on a nos livraisons de moulées, il est vraiment important de s'assurer qu'on n'ait pas de moulées qui restent à la base de nos silos pour ne pas attirer les oiseaux sauvages, encore une fois. Les plans d'eau, donc si on a des plans d'eau artificiels ou naturels, on voyait avec la fonte des neiges dans certains champs des étendues d'eau importantes selon le relief. Ça va être effectivement
des endroits privilégiés qui vont faire que particulièrement les oiseaux aquatiques, comme on a vu tout à l'heure, qui sont en majorité, pas les seuls, là, il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont en majorité historiquement reconnus comme des réservoirs, vont pouvoir là, se rapprocher des fermes puisqu'ils adorent évidemment ces endroits-là. Si on a du fumier à l'extérieur de nos bâtiments, lorsqu'on fait le vidage, ça va être très important de s'assurer que c'est bien nettoyé parce que les oiseaux peuvent effectivement aller picorer dans le fumier pour y trouver des nutriments. Et la gestion de nos carcasses va être aussi importante pour éviter d'attirer les urubus, les corvidés, différents types d'oiseaux, charognards, qui pourraient être porteurs aussi de la maladie, comme on l'a vu aussi. Donc, tout ça nous mène aux mesures de biosécurité importantes là, à prendre en tout temps. Donc, notre menace, évidemment, ce sont les fientes contaminées. Même si les oiseaux apparaissent en santé, ils peuvent très bien être porteurs de la maladie et excréter beaucoup de virus dans leurs fientes. Donc, ça va être notre principale menace aux portes d'entrée de nos bâtiments. Donc, évidemment, pour l'éleveur, les employés, les visiteurs, on répète toujours le même message, c'est de s'introduire un changement de botte ou un port de surbotte à chaque fois qu'on entre dans le bâtiment. Ça, c'est vraiment primordial dans la situation actuelle en tout temps, mais là, c'est encore plus crucial avec la menace de l'influenza aviaire. Si on a des visiteurs qu'on n'a pas le choix d'avoir pour des réparations, etc., mais là, ce n'est pas juste le port des bottes, ça va être aussi de s'assurer de nettoyer les équipements avant l'entrée pour qu'on n'ait pas de contamination par vecteur mécanique qui soit introduite dans nos bâtiments. Ce que l'ECMA a recommandé aussi dans les derniers jours dans ses messages, c'est qu'on s'assure dans l'entrée de nos bâtiments de les garder tout à fait propres et de pulvériser une solution désinfectante en utilisant un désinfectant virucide, donc un désinfectant reconnu efficace contre les virus. Et on a aussi distribué dans nos messages et maintenant disponible sur le site de l'ECMA une liste des désinfectants efficaces contre le virus d'influenza aviaire et on peut constater qu'il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas difficile de trouver un désinfectant qui va être efficace contre ce virus-là. Donc, on peut ainsi souvent pulvériser dans notre entrée là, qui a été nettoyée une solution désinfectante comme moyen additionnel de barrière contre le virus de l'influenza aviaire. On s'assure, comme en tout temps, évidemment, que nos bâtiments sont bien étanches, qu'on n'a pas des corniches, etc., qui peuvent attirer des nidifications de tout type d'oiseaux. On n'est pas encore dans la saison des mouches, mais ça va venir assez tôt. Donc, on sait que les mouches peuvent être un vecteur mécanique de différentes maladies. Puis, un élément important, ça va être quand on va vider nos bâtiments de leur litière après la sortie des oiseaux, de s'assurer que les équipements qu'on va introduire dans notre bâtiment, qui vont circuler alentour de la ferme ou même dans les champs, possiblement avoir roulé dans les fientes d'oiseaux sauvages migrateurs, qui vont être lavés et désinfectés avant de les introduire dans nos bâtiments, particulièrement si on fait juste un nettoyage à sec là, en 2 cycles de production, qu'on n'a pas un lavage et désinfection complet. Donc, on s'assure de nettoyer, désinfecter nos équipements pour les introduire, sortir toute la litière et ensuite ressortir l'équipement pour le chargement de la litière et éviter de faire des va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur parce que même si on a lavé et désinfecté puis on roule à l'extérieur, on peut facilement rouler là, dans des fientes résiduelles d'oiseaux porteurs. Et aussi, contrôler nos petits amis, les petites souris. Donc, on s'assure que l'environnement de nos fermes ne leur sont pas favorables puis qu'on a un bon programme de contrôle de la vermine
parce que ça peut être aussi un vecteur mécanique d'introduction dans les boîtiers. Donc, quoi observer? Qu'est-ce qui peut nous guider à voir si on a une problématique potentiellement reliée à l'influenza aviaire? Premièrement, il y a 3 facteurs qui s'additionnent. On a d'abord, si on a une augmentation subite du taux de mortalité, auquel on ajoute une apathie, des oiseaux déprimés avec une perte d'appétit, c'est notre deuxième facteur. Puis ensuite, il y a différents signes cliniques qui peuvent être associés à l'influenza aviaire selon le type d'oiseau ou l'état de développement de la maladie. Donc, on peut avoir des signes respiratoires, écoulement nasal, éternuement, un gonflement de la peau sous les yeux et des caroncules et crêtes enflées, de la diarrhée. L'hémorragie au niveau des tarses, on voit une décoloration là, au niveau des tarses, rougeâtre, brunâtre. Puis des signes nerveux, potentiellement, donc un manque de coordination, des tremblements, des tortillements de la tête, une paralysie des pattes ou des ailes. Donc, je répète, donc si on constate une augmentation subite de la mortalité, une apathie, déprime de nos oiseaux, une perte d'appétit, puis un ou plusieurs de ces signes-là que je viens de détailler, bien là, ça devrait vous signaler là, une alarme pour consulter votre vétérinaire pour obtenir une évaluation diagnostique. Donc, en conclusion, la situation là, est plus tranquille dans les maritimes. Ça semble s'être résorbé, mais ils sont toujours à risque. Le risque général demeure élevé puisqu'on est loin d'avoir terminé la période de migration. Au contraire, dans certaines régions, ça ne fait que débuter. On a vu que la maladie est en propagation rapide aux États-Unis, en Ontario et maintenant dans l'Ouest canadien, puis dans plusieurs provinces. Maintenant, on peut dire que le virus ne fait plus que frapper à la porte du Québec. Il y est vraiment entré. Moi, mon message là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans. On travaille toujours ensemble à minimiser les cas, mais tout ça va passer par une collaboration des éleveurs, de leurs employés, des visiteurs, de tous les intervenants de la filière pour s'assurer qu'on est très rigoureux dans notre biosécurité. Donc, c'est vraiment le temps de réviser nos protocoles, réfléchir à comment on peut introduire des actions concrètes pour minimiser les risques d'entrer le virus dans nos installations, puisqu'on l'a vu, ça a des impacts dramatiques dans nos troupeaux. Donc, sur ça, je vais arrêter le partage d'écran, puis on pourra ouvrir l'opportunité aux participants de poser des questions ou des clarifications si vous en avez. Oui, Patrick. Donc, merci, Martin. Donc, c'est le moment de passer aux questions. J'ai Patrick Lavallée qui a une question pour toi, Martin. Oui, Martin, la question que je me pose, puis je suis en communication avec d'autres personnes en même temps. On en a parlé à l'Assemblée de la volaille cette semaine. Pourquoi ils ne sont pas capables de sortir une région? Là, c'est l'Estrie. Pourquoi ils ne disent pas région Grimby, Quaticook, Sutton, je ne sais pas. Il me semble que ce n'est pas compliqué. C'est quand on a eu du MG dans certaines régions à Saint-Hyacinthe pour le dindon, on fermait des rangs pour ça. Là, pas une région. On s'en va à l'aveugle. Je suis d'accord avec toi, mais le gouvernement, la différence entre laryngos et IMG, c'est que nous, quand on a des cas de laryngos et IMG, c'est l'industrie qui s'est donné des règles de partage d'informations. Puis, avec le temps, on a évolué là-dedans jusqu'au point actuel où on a vraiment un système mieux rodé. Le gouvernement, eux, ce sont les règles de confidentialité de l'information. Ils veulent, nous, dans nos cartes, quand on a des cas de laryngos, les gens qui connaissent la région peuvent finalement identifier potentiellement le producteur concerné. Et l'agence, elle, va se défendre qu'elle ne peut pas diffuser de l'information qui permettrait d'identifier la ferme. Donc, nous, à l'ECMA, on est un peu, je dirais, entre l'arbre et l'écorce, où on va faire de notre mieux pour diffuser une information la plus précise possible,
mais on est limité par ce contexte-là. Là où on pourra aller un peu plus loin, c'est lorsqu'on aura un élevage commercial contingenté sous responsabilité des fédérations. Bien là, on veut regarder pour justement avoir des règles, peut-être des indications un peu plus précises. Mais l'autre élément qui nous limite là, à la différence des cas de laryngos et MG, c'est tout l'aspect médiatique. Donc, avec l'influenza aviaire, les médias sont à la recherche de nouvelles. Si nous, on publie une carte avec toute l'identification des fermes, on pourra se retrouver là, avec des médias qui se promènent dans les rangs puis qui cherchent des images sensationnelles et des entrevues avec les producteurs alors que ce n'est pas le temps du tout de se promener avec les risques de maladie. Fait que il va falloir qu'on travaille dans tout ce contexte-là qui est pas facile, mais on va essayer d'être, en tout cas en ce qui nous concerne, d'être plus précis là, dans les instructions. C'est le fun d'être le plus précis possible parce que, tu sais, dans les œufs de consommation, on a des systèmes de détection de salmonelle qui sont très bien faits. Le producteur qui tombe de salmonelle, là, il n'y a pas personne qui est content d'avoir la salmonelle. Puis le 99% du test, il ne sait même pas pourquoi il l'a. Puis c'est pareil pour oui, la grippe aviaire, c'est tel quel. Là, les bottes, quand tu ne sais pas dans ta base normalement de faire des biosécurités, il faut que tu la redoubles. Mais je ne vois pas pourquoi c'est tellement si confidentiel. Peut-être ton point que tu as amené, que des journalistes pourraient faire le tour des rangs, là, mais il y a quand même des trucks de poussins, des trucks de moulés. Il y a plein de monde qui se promènent aussi là, pour se rendre là, dans ces coins-là. Ouais. Nous, on va voir là, à l'interne comment on peut diffuser un message public, peut-être sans identifier les fermes, puis à l'interne de l'industrie, utiliser des canaux parallèles là, pour se partager une carte plus précise pour justement que les intervenants sachent plus précisément comment se diriger. Merci. Merci, Patrick. J'ai Jacques qui est avec son iPad de Jacques. Oui, oui, bonjour. J'ai une question concernant les exportations américaines. Est-ce que les Américains pourraient fermer la frontière canadienne? Ça s'était vu il y a quelques années dans l'Ouest canadien. Là. OK. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là? En fait, au niveau des exportations, comme vous l'avez vu, là, les États-Unis font face à de nombreux cas de volailles. Donc, ils sont même dans une situation plus dégradée, si on peut dire, que la nôtre. Et il y a des ententes bilatérales de zonage. Donc, les exportations vont pouvoir se poursuivre dans les zones qui ne sont pas identifiées comme étant contaminées. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai montré dans les cartes de ma présentation, comme un exemple en Ontario ou en Alberta. Par exemple, en Alberta, j'avais 6 ou 7 zones. Ça, c'était des zones identifiées par l'agence. Donc, en principe, les volailles qui viennent d'une zone infectée doivent être ségrégées dans les abattoirs et doivent rester sur le marché domestique parce que ce n'est pas un enjeu de salubrité, donc ils peuvent aller sur le marché. Mais en dehors de ces zones-là, normalement, les exportations peuvent se maintenir. L'enjeu, c'est la période transitoire là, entre l'investigation ou la confirmation d'un cas, puis l'établissement de ces zones-là, qui peut prendre un certain nombre de jours, puisque l'agence doit, dès l'investigation d'un cas, obtenir les résultats de confirmation, faire son enquête épidémiologique pour être sûr qu'on n'a pas une propagation là, horizontale ou à d'autres fermes en lien épidémiologique. Donc, c'est quand ils ont fait leur analyse que là, ils sont en mesure d'annoncer la zone de contrôle. Et donc, à partir du moment que la zone de contrôle est annoncée, s'il y a des produits en dehors de la zone, ils peuvent continuer à être exportés. Mais les pays, les États-Unis, c'est un enjeu. D'autres pays ont chacun leurs règles. Par exemple, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais mettons Taïwan ou la Chine vont chacun avoir leur politique par rapport à l'exportation. Certains peuvent dire, ben là, on ne prend plus rien du Québec, alors que d'autres vont, comme les Américains, vont dire, bon, tout ce qui est en dehors de vos zones, on les reconnaît, puisque le Canada va reconnaître leurs zones qui sont basées un peu sur les mêmes principes.
Est-ce que ça va? Merci. J'ai M. Martin Maurice qui a une question pour toi, Martin. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir ce qui se passait avec le canard du lac Brome, parce qu'il est à proximité de chez moi. Puis eux autres, le canard, la gestion du fumier est liquide. Fait que je voulais savoir ce qui se passe avec leur fosse de 150 pieds de diamètre, qui habituellement est étendue d'un terre avoisinante. Comment ils vont gérer ça, ce fumier-là? En fait, à partir du moment qu'il y a une suspicion ou confirmation de la maladie, déjà dans la phase de suspicion, l'agence met tout le site en quarantaine. Donc, à partir du moment qu'il y a confirmation, tous les oiseaux du site vont être dépeuplés. Puis, la gestion du fumier, il va devoir être traité puisque le fumier va être considéré comme contaminé. Donc là, je ne peux pas répondre à la question sur la méthode qui va être utilisée pour décontaminer le fumier ou le lisier qui est présent sur le site. Mais tout ce qui est sur le site est jugé contaminé et donc sous supervision de l'agence qui va s'assurer qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit de sortie du site, ce soit pas un risque de propagation de la maladie. C'est bon, M. Maurice, pour la réponse? Oui, c'est parfait. Merci. Merci. Est-ce Puis, oui. effectivement, les médias sont hier après moi pour faire un reportage à ma ferme, puis ce soir, sont en avant du site de canards pour faire leurs vidéos en direct. Quand ils sont au courant de ça, ils courent partout. C'est ça. Absolument. M. François Massé, qui a une question. Oui, bonsoir. J'aimerais ça être rassuré. Là, vous parlez que la maladie elle se propage avec les fientes, mais j'ai vu un matin chez moi, là, j'ai un champ de maïs qui longe des bâtiments. Puis j'avais des outardes peut-être à 35-40 pieds là, de l'entrée d'air. Fait que est-ce que ça pourrait voyager juste dans l'air si le vent pousse vers mes entrées d'air, là, puis il passe au-dessus des outardes, là, y a-t-il une possibilité juste avec l'air d'avoir une infection? Dans la littérature, je pense qu'historiquement, on disait qu'il y a une probabilité de transmission par l'air sur de courtes distances. Dans le cas actuel, ça ne semble pas être un facteur déterminant de propagation. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse exacte. Là. Il y a toujours un risque vu qu'ils sont à proximité, mais j'oserais penser que ça prendrait quand même une densité assez importante là, de virus excrétés pour que ça se propage par le vent pour rentrer dans les bâtiments. Je n'ai pas évidemment toute la connaissance scientifique à cet effet-là, mais l'agence nous dit que le facteur aérosol, dans le cas qui nous concerne, n'est pas un facteur là, dominant dans la propagation de la maladie. D'accord, merci. Merci, M. Massé. M. Lefebvre, Serge. On va mettre notre micro. Merci, Paulin. La question est pour toi ou Martin. Je pense qu'il y a un élément important depuis 2004-2005, de l'épisode de la Colombie-Britannique. Il s'est mis en place des programmes de compensation pour effectivement favoriser le fait que le producteur qui voit des signes dans son entreprise lève la main rapidement. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes des programmes de compensation là, en présence d'influenza aviaire? Oui, Paulin, je peux commencer. On peut faire ça, je te laisse aller, Martin, puis je complète. Bon. OK. Donc, il y a deux outils principaux là, de compensation directe qui sont disponibles. Si je commence par celui de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est accessible évidemment à tous les cas infectés sont éligibles à une compensation. Donc, l'agence, lorsqu'elle met un site à quarantaine puis elle va dépeupler les oiseaux, elle, son mandat, c'est d'éradiquer la maladie. Donc,
Ça implique d'abord éliminer ce qui génère le virus, c'est-à-dire les oiseaux. Et ensuite, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, la décontamination des biens, du matériel, du fumier, etc. Donc, l'agence, elle va compenser le producteur pour la valeur marchande des oiseaux. Donc, elle va se référer à des valeurs de marché ou, dans le cas de la volaille, en ce que l'on sait, c'est qu'ils vont utiliser une formule, puis ils vont demander là, des informations aux producteurs. C'est une compensation qui se fait là, cas par cas, basée sur le coût des moulées, les différents coûts associés à l'élevage jusqu'à l'âge de l'oiseau. Donc, ça, c'est un... Puis, l'agence va compenser seulement que les oiseaux vivants qu'elle va ordonner à la destruction. Là. Donc, s'il y a une déclaration du producteur alors qu'il y a 40 de mortalité, bien, si les inspecteurs, si les vétérinaires de l'agence arrivent sur le site, puis il y a 40 de mortalité, bien, ils vont compenser seulement que le 60 qui reste. Donc, ça, c'est une première pour la destruction des oiseaux. Ensuite, ils vont payer pour le processus de dépeuplement du troupeau. Donc, ils vont venir interpeller, là, ça se fait maintenant avec le dioxyde de carbone. L'ECMA a des équipements gérés par un fournisseur de services. Donc, l'agence va impliquer le fournisseur de services, puis elle va payer 100 les frais de dépeuplement du troupeau. Ensuite, elle va couvrir à 100 les coûts d'élimination des carcasses, qui se font généralement par compostage. Donc, il va y avoir une entreprise externe, encore là, qui va être interpellée. C'est possible qu'il demande au producteur de signer le contrat avec l'entreprise externe parce qu'il y a des difficultés de la complexité, les délais de signer des ententes. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vont faire signer le producteur, mais ils vont demander au producteur que l'agence, vont autoriser l'agence, lui, qu'elle paye directement le fournisseur de services pour éviter le problème de cash flow. Et l'agence va couvrir entièrement les coûts d'élimination des carcasses. Ensuite, ils vont payer pour les frais de lavage et désinfection des équipements utilisés pour l'élimination des carcasses. Puis, s'ils ordonnent d'autres choses à la destruction, comme la moulée, ou s'il y a des biens qui ne peuvent pas être lavés, désinfectés, puis qui vont ordonner à la destruction, ils sont supposés aussi de compenser ces choses-là à la valeur marchande. Ce que l'agence ne couvre pas, l'élément, le gros élément, si on peut dire, qui s'ajoute à ces éléments-là, c'est celui du nettoyage et désinfection, qui est une tâche assez ardue pour s'assurer que l'élimination du virus. Donc, c'est là que le régime d'indemnisation, le RIMAC, qu'on appelle le régime d'indemnisation des maladies avicoles du Québec, va être introduit. Mais ça s'applique pour tous les types de volailles contingentées, sauf le secteur du dindon. Donc, le dindon ne s'est pas joint au RIMAC. Donc, dans leur cas, le RIMAC ne s'appliquera pas. Mais pour ceux qui font partie du RIMAC, ce qu'on a introduit comme couverture, c'est si le producteur a payé pour des frais de diagnostic et de services vétérinaires, on va compenser ces frais-là jusqu'à un maximum. On va compenser pour du matériel de biosécurité, un montant forfaitaire de 500 $ par poulailler. S'il y a chauffage du bâtiment pour détruire le virus, on va payer à la hauteur de 1 000 $ par poulailler. Ben, le RIMAC, pour moi. Là. Et pour le nettoyage et désinfection, ça va être le paiement de la facture du fournisseur de services jusqu'à un maximum par oiseau selon le type de volaille. Puis là, ben, ce serait trop long de détailler ça, là, mais donc, c'est le gros élément là, dans le RIMAC qui va venir être compensé par le producteur. Donc, ça, c'est les deux volets principaux.
qui vont interagir là, dans un cas d'influenza aviaire comme ce qui nous concerne. Merci. Ça va pour ta réponse, Serge. Je peux t'assurer que je n'aurais pas fait mieux là, si j'avais répondu. Merci, Martin. Désolé, c'est un peu long, beaucoup, mais il y a Martin. plusieurs paramètres. Je voulais que ce soit clair. Là. Mais je pense que c'est important que les producteurs soient au courant du programme On de a- compensation parce que ça aussi libère le producteur de bon, est-ce que je lève la main, je ne lève pas la main? Ça libère d'un stress aussi. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été mis en place. Donc, voilà. Ben, on a préparé une fiche synthèse, là, puis on va la distribuer là, bientôt. Là. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions pour lui. Oui, M. François Massé, vous avez toujours une main levée. Est-ce que vous avez une deuxième question? Peut-être que non. Peut-être qu'il a oublié sa main. On va prendre une chance. J'ai M. Martin qui a une question. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, quand il y a un cas sur une ferme, les voisins, c'est à quelle distance les plus proches qui sont indemnisés? Il y a Ou pas c'est justement la personne, l'entreprise qui est visée? Exact. Il n'y a aucune indemnisation pour des fermes qui ne sont pas infectées. Ils vont avoir des perturbations dans leurs activités commerciales, mais normalement, ils vont fonctionner avec des contraintes, mais ils vont fonctionner. Autrement dit, si vous êtes, je ne sais pas mettons que vous êtes éleveur de poulets, puis vous devez sortir vos oiseaux dans quelques jours, bien là, il va y avoir un processus d'échantillonnage, il va y avoir un programme de surveillance qui va être mis dans la zone pour voir justement si la maladie est présente sur votre site. Puis là, l'abattoir dit, bon, ben là, il faut sortir les oiseaux dans 5 jours. Bien là, il faudra qu'il y ait une demande de permis puis ça, il faudra mieux le faire plus tôt que tard, là, parce que l'agence est débordée avec toutes les tâches qu'ils ont réalisées avec leur personnel. Donc, il va y avoir une demande de permis qui va devoir être faite. Puis, il va y avoir une visite de vétérinaire un certain délai avant la sortie des oiseaux. Puis, il va y avoir des prises d'échantillons avec des tests pour confirmer qu'avant de sortir vos oiseaux, ils ne sont pas infectés par l'influenza pour éviter qu'il y ait un troupeau infecté qui se promène sur les routes et qui propage le virus partout. Mais si tout ça est négatif, les oiseaux vont sortir et vont aller à l'abattoir. Il n'y a pas, dans le fond, de protocole, parce que dans le cas de Mycoplasme, là, mettons qu'il y avait un cas d'infecté, quand tu étais dans une zone, tu avais un protocole à faire, à suivre. Donc, le chauffage de fumier, désinfection, puis non, ça, il n'y en aura pas. Non, ils font par des tests. Ils vont faire systématiquement des tests. Si les tests se révèlent négatifs, ça veut dire que la maladie n'est pas présente parce qu'ils vont quand même échantillonner un nombre important d'oiseaux. Avec ça, ils ont déterminé que par cet échantillonnage-là, ils ont l'assurance que la maladie n'est pas présente. Parfait, merci. Pour peut-être ajouter, Martin, là, pour les producteurs qui sont membres d'une fédération spécialisée, là, comme les jeux vécus, comme les POIC, les jeux d'incubation ou la Fédération des producteurs d'œufs, n'hésitez pas si vous avez des questions. Les fédérations vont vous accompagner aussi là, dans ce genre de questions-là. Puis, si jamais vous avez des éléments qui vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à appeler dans les organisations et les fédérations. Madame Niquette, vous avez une question? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Juste sur Veldet avec vous, pour des raisons d'abord de confidentialité, on ne verra pas de prochain affichage pour une nouvelle zone avec... ça pourrait trop compromettre l'identité du troupeau de basse-côte qui serait... Je suis en train d'obtenir l'approbation du propriétaire pour pouvoir émettre une zone. J'ai proposé une zone. J'attends la réponse qui devrait venir. On me dit qu'il devrait y avoir approbation. Merci. Je reçois des textos et des téléphones. Il y a des gens qui sont inquiets. On reçoit tous plein de textos, de téléphones et de courriels. Je sais, mais... pas mal au centre.
pas mal au centre du cyclone. Là, Ouais. puis, Quand les gens sont dans l'inconnu, ben, non, mais on Ça en revient semble. toujours à la même chose. Là, je comprends tout à fait la situation. C'est juste que. ouais, je comprends. Merci. J'ai M. Marc-Olivier Huot qui a une question pour toi, Martin. Oui, je sais que le MAPAC a interpellé le Conseil des appellations réservées pour Oui. les producteurs biologiques pour demander si, oui ou non, les oiseaux, en fait, les poules doivent sortir cet été, au moins pendant la période actuelle. Donc, est-ce qu'il y a un suivi avec le CARTV à ce niveau-là? En fait, par hasard, mon bureau est dans la maison de l'UPA, puis par hasard, j'ai dîné en face de la personne hier qui me disait que ça avait été accepté. Je ne sais pas si l'information a été relayée sur le terrain, mais qu'il y aurait une recommandation aux éleveurs biologiques là, de garder recommandation et autorisation aux producteurs biologiques de garder leurs oiseaux à l'intérieur là, pour la période intense de migration. Peut-être que Serge pourrait nous répondre à ça. Oui, absolument, Serge. Lefebvre est la bonne personne pour ça. C'est moi qui te mets sur le spot, là, Serge. T'es bien gentil, effectivement. Je pense que c'est le cas. Avec la filière biologique, on a interpellé le Cartable, puis CART, et ils nous ont retourné une réponse pour dire que selon 2 articles du règlement des productions biologiques, on peut garder les volailles à l'intérieur le temps que la migration et le danger soient écartés. Donc, comme producteur, on doit le documenter. Comme producteur biologique, on doit documenter que les oiseaux demeurent à l'intérieur parce que présentement, il y a présence. Puis ça se confirme au Québec. Il y a quand même présence d'influenza aviaire dans l'environnement. Et ceci nous permet de garder nos oiseaux à l'intérieur. Donc, c'est aussi simple que ça présentement. Puis c'est une. On va recevoir par courriel la confirmation, Serge? Bien, je pense qu'on a reçu. Peut-être compléter, Serge. Oui, je peux peut-être compléter. Pour les fédérations spécialisées, là, pour les gens qui sont visés par les fédérations spécialisées, nous, les œufs, on a envoyé une communication, le poulet, tout ça, pour les producteurs qui sont nos membres, finalement. Là, l'idée, c'est d'être capable de rejoindre aussi les autres plus petits producteurs, peut-être, qui ne sont pas visés par nos fédérations. Les médias, présentement, font un bon travail. Là. Moi, j'ai donné plusieurs entrevues aujourd'hui, là, puis la question m'était posée. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens là, qui font du biologique? On répond à la question, mais on a moins d'outils, finalement, pour rejoindre ces gens-là là, qui ne sont pas nos membres. Mais la réponse est la même. Là. Ce sera possible là, pour tout le monde de garder les oiseaux en contention. Là. Puis les certificateurs vont respecter. Mais Paulin, je pense, si je peux rajouter, les municipalités ont aussi été informées de la situation. Il y a certaines municipalités qui ont émis des avertissements à ce niveau-là, de garder les volailles à l'intérieur, là, pour celles qui avaient déjà autorisé là, des volailles là, dans les différentes résidences ou lieux de résidence. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un certain travail qui se fait. Puis oui, ça l'interpelle le biologique, mais ça l'interpelle aussi probablement d'autres producteurs qui ne le sont pas, mais qui ont des petits troupeaux. Je pense au PAD 500, là, où on a quand même des producteurs qui ne sont peut-être pas biologiques, mais qui ont des volailles qui vont à l'extérieur. Je pense que cette information-là est aussi transmise par les fédérations à ces producteurs-là là, qui font des petits élevages. Voilà. Donc, on va travailler beaucoup avec les médias là, pour propager l'information dans les prochains jours. C'est déjà commencé. J'ai Stéphane Cuillier, excusez. Oui, je vais me présenter. Ce n'est pas Stéphane Curie qui va parler, c'est Stéphane Pilote. OK. Moi, j'ai une question. J'aimerais bien ça, Martin, qu'un matin, qu'il y ait une ligne directe pour les producteurs, parce qu'il peut y avoir des producteurs qui vont tomber en détresse 0 par semaine, parce que quand ça arrive, un phénomène, j'ai vécu ça, moi, dans l'Aringo, dans mon cas. Mais quand le producteur il tombe tout seul chez eux et qu'il tombe en détresse, ça prendrait quelqu'un de l'aide psychologue pour le monde. Il y a une ligne là-dessus
puis mettre un emphase là-dessus, s'il vous plaît. Parce qu'on est tous, on ne sait pas où on s'en va, puis tu peux tomber en détresse. J'aimerais ça qu'il y ait une ligne là-dessus. Merci beaucoup. En fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est dans le plan d'urgence, là, lorsqu'il va y avoir des cas, on a une fonction dans le plan d'urgence qui est l'assistance aux producteurs. Là. Donc, selon les fédérations, là, ça pourra se déployer de différentes façons, mais il pourrait y avoir une personne là, qui, au minimum, il va y avoir une personne qui va prendre contact avec le producteur par téléphone. Dans certains cas, il pourrait aussi y avoir une personne qui est sur le terrain là, pour fournir un accompagnement. Donc, c'est une des fonctions du plan d'urgence. D'ailleurs, on a discuté ce matin dans notre cellule de crise de l'ECMA avec les fédérations. Nous, à l'ECMA, on a donné une formation à ce sujet-là aux inspecteurs, auditeurs et certains employés des fédérations concernées. Donc, on reconnaît tout à fait la pertinence là, dans une situation comme ça, stressante, qu'il faut accompagner le producteur dans la situation. Fait que, Nathalie, je pense que tu voulais faire un commentaire là-dessus. Oui, ben c'est exactement ce que je voulais dire. On a été formés par Martin au niveau des assistants producteurs, donc tous nos auditeurs sont formés et nos auditeurs aussi sont sentinelles. Donc, s'il y a des problèmes au niveau psychologique, la détresse psychologique au sein des éleveurs, les auditeurs sont formés aussi pour ça, pour référer aux professionnels, aux psychologues, aux professionnels de la santé. Donc, on est prêt. Donc, s'il y a des cas qui s'avèrent, ben, l'assistant producteur, dès qu'il y a suspicion, l'assistant se rend sur la ferme pour aider l'éleveur, si l'éleveur est d'accord, évidemment, là, mais pour l'aider là, dans les premières étapes, la mise en quarantaine, etc., avant que l'Agence canadienne arrive, s'il n'est pas déjà arrivé. Et ensuite de ça, ben, c'est l'Agence canadienne qui mène le bal, comme on dit, mais l'auditeur ou l'assistant au producteur peut rester là pour accompagner l'éleveur, même pendant les réunions avec l'Agence canadienne, pour s'assurer que tout est bien compris, puis faire le relais avec l'ECMA aussi. Donc, de notre côté, on est prêt. C'est un élément très important. Là, tu fais bien, Stéphane, de le soulever, là, puis le travail est déjà commencé à ce niveau-là. Là. Monsieur Lavallée. Oui, ben, tantôt, je parlais des zones proches. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, les membres de l'ECMA. On a eu un cas de laryngome, 3-4 ans, mettons, dans la région de Saint-Hyacinthe. Puis, normalement, on ne veut pas nommer le monde, mais là, la groupe Gaucher était pognée avec du laryngome. Puis, vu qu'on est une petite famille et qu'on se connaît toutes, en l'espace d'une dizaine de textos, le périmètre de 5 km était fait, je pense, super rapidement. Fait qu'on s'est tous fait attention sur nos fermes, on s'est tous parlé, puis le message s'est passé rapidement. Comment vous voyez ça, vous, avec moi, que les producteurs, si jamais il y a un soupçon, qu'on se parle entre nous, puis qu'on dit, regarde, fais attention, je pense que je suis positif. Mais en fait, la façon qu'on a, puis encore, c'est un autre élément là, qu'on a discuté, c'est que quand on va avoir déterminé, nous, la zone à risque à l'ECMA, moi, je suis, avec l'outil géomatique qu'on a, moi, je peux rapidement faire une extraction de tous les troupeaux qui sont dans la zone. Puis, je vais transmettre à chacune des fédérations, parce que moi, j'ai toutes les plumes regroupées dans la même base de données, mais je vais pouvoir séparer poulet dindon avec les œufs puis les œufs d'incubation. Je vais pouvoir transmettre ça directement à Nathalie, Karine, puis je suis dans le groupe Apollin aussi. Puis on va avoir les gens des fédérations appeler les producteurs dans la zone pour dire qu'ils sont dans une zone à risque, puis rehausser la biosécurité là, du code orange de l'ECMA, des protocoles qu'on a déjà établis. Fait qu'il va y avoir un contact là, qui va se faire avec chacun des producteurs dans la zone. Juste peut-être pour ajouter à toutes ces discussions-là, parce que Patrick, ta question est très intéressante, puis finalement, elle englobe à peu près là, 90% de la raison pourquoi on se parle ce soir. Dans le fond, vous avez probablement tous compris que dans une maladie à déclaration obligatoire, comme où c'est le gouvernement qui doit prendre la pôle, puis l'Agence canadienne,
l'ECMA et les fédérations ne sont pas nécessairement en possession de l'information. À quel moment il est vraiment déclaré. Donc, l'information appartient au gouvernement. Nous, l'ECMA, on est un outil de prévention pour vous aider, vous, les producteurs, pour, au moment, en attendant que l'agence fasse le travail puis fasse ses communications, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Nous, on est là pour faire le plus pour préserver. Donc, au niveau des communications, vous avez compris, on n'est pas en parfait contrôle de toutes les communications, c'est pas nous. Un autre élément qui est important de retenir ce soir, c'est qu'à venir à date, qu'est-ce qu'on a vu en Ontario, en Alberta, qu'on a vu en Nouvelle-Écosse, l'importance de savoir où la bébite, c'est-tu dans le rang 8 ou dans le rang 10 ou dans telle municipalité, présentement, c'est pas la plus importante des choses à savoir. Présentement, parce que c'est presque tous des cas isolés. C'est presque tous des cas qu'on peut pas faire d'enquête épidémiologique. C'est pas venu du camionneur, c'est pas venu de l'emballage. Là, présentement, ce qu'on sait, c'est que la maladie est à peu près présente partout au Canada, parce qu'il y a eu des oiseaux malades à peu près partout au Canada. Puis l'agence pense que c'est des cas isolés. Elle a réussi à entrer dans certains cheptels par probablement une petite faille à quelque part qui s'est produite, puis elle est entrée. Fait que, oui, ça peut avoir une certaine importance de savoir si c'est dans le rang 8, le rang 10 ou telle municipalité, mais le message, le premier message, c'est que vous l'avez probablement tout chez vous, dans votre environnement ou proche de chez vous, dans la municipalité. Puis l'extrême, la biosécurité, rehausser, puis de revalider, puis revérifier, ça n'a jamais été aussi important que ça l'est présentement. C'est un peu ça le message qu'on vous dit ce soir, parce que, puis moi, je parle comme producteur, parce que moi, j'appellerais ça présentement le faux sentiment de sécurité, parce que quand on entend que, je ne sais pas, être à Saint-Claude, la maladie, ben, on a tout le vieux réflexe de dire Saint-Claude, c'est à 108 km de chez nous, ça s'en vient, mais c'est pas arrivé. Mais là, présentement, c'est un faux sentiment de sécurité, ça, de dire ça, parce qu'on pense que là, on l'a trouvé là, il a réussi à rentrer là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans ma cour de ferme à moi ou qu'elle n'est pas déjà dans ma chaîne à fumier ou toi chez vous, chez Patrick. C'est vraiment ça l'essentiel du message. Oui, ça donne une information supplémentaire. Oui, ça nous dit, si mon ami, mon confrère, il a la maladie chez eux, je devrais m'inquiéter. Mais ça ne vient pas donner une information extraordinaire présentement, le rang calé. Ça ne vient pas changer le niveau de biosécurité qu'on doit avoir chacun chez nous, parce qu'on est tous à risque. On l'a vu arriver par l'Ontario, puis là, on a des cas concrets chez nous, puis on a des cas en investigation, puis il n'y a pas personne à l'abri. On n'est pas personne à l'abri, puis il y a juste la biosécurité qu'on va faire chacun chez nous qui va pouvoir nous préserver. Fait que ta question était très bonne, puis je pense qu'elle englobe pas mal tout l'essentiel de notre message. Puis, ceux qui avaient l'habitude de chasser la sauvagine, peut-être on va chasser le poulet plutôt cette année. On va pas trop se promener dans les marécages puis manipuler des petits canards, des oies. C'est peut-être bon pour certains, mais peut-être cette année, on s'en tient au poulet, à la dinde et à nos aliments conventionnels. Une question, moi, que je vais te reposer, qui n'a pas été posée ce soir, Martin. Qu'est-ce qu'il y en est des oiseaux qui passent l'année avec nous, les fameux pigeons, qui souvent ils vont aller crêcher dans nos vieilles granges, près de chez nous, puis près de nos silos, ou les dindes sauvages, ou qu'est-ce qu'il y en est de ces bestioles-là? Je sais que les dindes sauvages reviennent souvent comme question, mais honnêtement, on ne les voit pas dans les animaux porteurs ou dans les oiseaux infectés. Fait que ça ne veut pas dire
qui sont peut-être pas susceptibles. Il y en a peut-être qui sont morts dans la nature, on ne sait pas, là, mais dans ce qui a été rapporté aux États-Unis, au Canada, ben, on ne voit pas. Puis dans ce qui est dit dans la littérature, le dindon ne semble pas être une source un vecteur de l'influenza aviaire. On verra pour le futur de ce côté-là. Effectivement, pour moi, l'aspect inquiétant, c'est d'avoir des oiseaux domestiques qu'on voit souvent autour de nos maisons, nos fermes. Tu sais, quand je vois le jet bleu, je vois des corbeaux, des corneilles, les urubus, les goélands. Tu sais, on voit l'été, là, maintenant, les goélands, c'est à peu près partout. Quand je vois ces oiseaux-là qui peuvent être porteurs, sont affectés, ben, c'est pas juste, là, finalement, un petit passage d'un mois ou 2 mois. Je veux dire que ces oiseaux-là, ils rôdent tout le temps autour. Ça fait que ça va venir mettre une pression, justement, sur la rigueur de notre biosécurité, ben, pas juste pour un certain temps. Ça veut dire qu'il faut changer notre façon de penser là, ou de s'organiser pour qu'on soit structurellement, donc dans l'entrée de nos fermes, bien équipés pour faire une bonne biosécurité parce que ça risque d'être là pour un bout de temps. On ne sait pas, ce virus-là, comment est-ce qu'il va réagir. L'influenza aviaire, c'est une maladie, c'est un virus qui mute souvent. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on ne parlera plus d'H5N1, puis on va être dans une autre souche qui va peut-être être faiblement pathogène. On ne sait pas. Là, on sait que présentement, cette menace-là, on ne l'a jamais connue au Québec, en tout cas. Là, dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, ils l'ont connue peut-être sous d'autres formes. Nous, c'est la première fois. Puis, on voit l'impact que cette maladie-là peut avoir et celle-ci est assez dévastatrice. Merci, Martin. J'ai Martin qui a une autre question. Oui, j'aimerais savoir, ce virus-là, il est-tu beaucoup virulent, mettons, par rapport à nos litières qu'on entre dans nos bâtiments? Parce que veut pas, avec nos transporteurs de litières, même les entreposages de litières de RIP qu'on achète, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que ça peut-tu être une grosse problématique? Ben, c'est un bon point. C'est sûr que si la litière, avant d'être entrée dans le bâtiment, est entreposée, même temporairement à l'extérieur, c'est clair qu'il pourrait y avoir des fientes là, dans la litière là, propre, si les oiseaux y ont accès. Si le fournisseur, sa litière n'est pas dans un entrepôt fermé ou si il se promène des oiseaux, c'est effectivement un facteur là, qui est peut-être pas négligeable. Pour l'instant, c'est difficile à juger. Là. Vous allez pouvoir peut-être valider ça plus avec vos fournisseurs, comment ils gèrent la litière là, avant de vous la livrer. Puis ce qui est, mettons, des pailles à l'été, tu sais, les élevages sur paille où les litières sont dehors, je ne sais pas, là, que ça va-tu être une grosse problématique rendu au mois de juillet? Ben, c'est là qu'il faut, encore là, c'est la même chose. Tout ce qui va être dehors, si on a des oiseaux qui sont porteurs encore, là, comme j'ai mentionné, si on voit de plus en plus d'oiseaux qu'on voit souvent autour des fermes qui deviennent contaminés, qui ont accès à ces éléments-là, ça peut effectivement être un risque. Si je peux me permettre. Oui, Ghislain. Si je peux me permettre, le virus, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Le virus, c'est plus qu'il fait chaud, moins qu'il vit longtemps. Plus que c'est sèche, moins qu'il vit longtemps. Donc, où est-ce que de l'eau, du lisier, il peut vivre jusqu'à 150 jours, par exemple. Par contre, sur des endroits où c'est sèche, fumier sèche, on va parler de jours, là, moins de 30 jours. Là. Fait que, donc, une paille qui est à l'extérieur, exposée au soleil, puis qui est bien séchée, ben, il y a moins de chances que le virus vive que si c'est dans un endroit où c'est très humide. Pareil pour les copeaux de bois. C'est sûr que s'il peut y avoir un risque, par exemple, qu'il y aurait une introduction d'oiseaux dans un entrepôt puis qu'il y aurait des fientes, c'est déjà arrivé, là, un cas d'AMG, que je me souviens.
Mais par contre, si encore là, les copeaux sont très sèches et il fait très chaud, il y a moins de chances que le virus ait survécu là, à ces conditions d'entreposage-là. Merci, Ghislain. Donc, j'aurais Luc qui a une question. Oui. Petite question concernant les équipes de chargement. Est-ce qu'ils sont avisés de certains protocoles ou c'est du laisser-aller? Là, je ne peux pas parler pour les abattoirs, qu'est-ce qu'ils ont fait chacun de leur côté. C'est sûr que nous, on envoie un message général à tout le monde de rehausser, d'appliquer des bonnes mesures de biosécurité. C'est un enjeu que je ne peux pas répondre sur des actions concrètes qui ont été véhiculées à date. Nous, on a été interpellés pour avoir une discussion là-dessus. C'est juste que là, avec le tourbillon des événements, on prend les actions en séquence. On a pris plusieurs actions à date, mais on ne peut pas tous les prendre en même temps, mais c'est un enjeu qu'on va discuter avec les abattoirs à cet effet-là. Je vous dirais qu'on s'est presque réunis à chaque matin, tout le groupe de la filière. Puis ces gens-là sont là, autant les pouvoirs que les abattoirs, que tout le monde est présent autour des tables, puis tout le monde porte certaines actions pour améliorer la situation présentement, puis diminuer les risques. Je pense qu'on a écoulé nos questions, Martin. Très bien. Ah non, j'ai quelqu'un qui ne ressemble pas à Karine, mais qui son iPhone s'appelle Karine. Oui, c'est Karine. Martin Bergeron à Quaticook. Je suis allé à Coop cet après-midi, puis j'ai vu qu'il y avait l'annonce pour les oiseaux de basse-cour. Les gens peuvent se procurer pour l'été. Je me demande, ça peut être assez inquiétant dans le contexte qu'on est présentement, de laisser aller ça un peu n'importe comment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et les basses-cours, il n'y a aucun répertoire des basses-cours au Québec. C'est une activité, je dirais quand même, j'oserais dire ancestrale. Je veux dire, on est parti du Québec des colonisateurs, puis il n'y a jamais de loi qui a empêché les citoyens de produire leur nourriture. Il y a un règlement provincial qui exige certaines règles minimales. Donc, le confinement des oiseaux, s'assurer que l'alimentation et l'eau d'abreuvement est protégée d'un accès aux oiseaux sauvages. Et on a parlé cet après-midi au MAPAC. Le MAPAC a fait une présentation dans une rencontre avec les médecins vétérinaires. Ils nous ont dit qu'ils étaient en train de travailler une modification réglementaire pour renforcer les mesures par rapport au confinement des oiseaux qui devraient sortir prochainement avec quelque chose. On a vu qu'en Ontario, ils ont interdit tout rassemblement d'oiseaux, donc toutes les expositions, ces choses-là. Je pense que le Québec devrait sortir bientôt avec quelque chose de similaire qu'ils vont devoir communiquer publiquement. Et comme il n'y a pas de registre, on peut pas valider exactement qui va prendre connaissance, mais le MAPAC a déjà utilisé des réseaux sociaux. Ils ont aussi, en prévention de l'influenza aviaire actuellement, transmis un message à toutes les municipalités en leur demandant de transmettre ça dans leur bulletin municipal ou régional pour essayer de rejoindre le plus possible ces gens-là, pour les sensibiliser, puis leur rappeler certaines obligations par rapport à la gestion des oiseaux de basse-cour. Donc, vous comprenez tous qu'on est dans l'éducation. Présentement, malgré les difficultés de la situation, ça nous donne des opportunités d'éducation extraordinaires. Il y a beaucoup de médias qui discutent de la situation. On a donné des entrevues. Beaucoup de personnes ont donné plusieurs entrevues dans la dernière journée, puis les dernières journées. Puis c'est des choses qu'on répète à toutes les occasions qu'on a pour cibler des gens qui sont
sont pas ici ce soir, finalement, puis qui ont déjà des oiseaux là, à la maison, de faire attention, de garder en contention, de ne pas les exposer aux oiseaux sauvages, d'avoir des toits au-dessus des oiseaux pour pas qu'il y ait des fientes qui aient accès. C'est de l'éducation. Fait que nous, on le répète, puis je le disais en début de réunion, l'ECMA n'a pas de pouvoir de répression, là, mais a des responsabilités d'éducation, puis on le fait du mieux qu'on peut. Je pense que cette fois-ci, on a écoulé nos questions, Martin. Est-ce qu'il y avait des choses, toi, que tu souhaiterais ajouter avant de conclure? Ben, non, juste remercier les gens de leur temps, puis d'être rigoureux. Donc, on n'en veut pas plus que vous de la maladie. On voudrait prendre des petits congés. Fait que, on compte sur votre collaboration, passer le message à vos collègues dans l'industrie. Tout le monde n'était pas là ce soir. Et c'est important qu'on puisse rejoindre tout le monde avec un message commun parce que dans l'intérêt collectif, sinon, on sait que ça va coûter très cher, ça va perturber, puis c'est ce qu'on souhaite éviter de tout cœur. Donc, à mon tour de vous remercier là, pour votre présence. Puis, je vais vous avouer que je soupçonne Martin là et là et nos gens, là, Ghislain, de ne pas avoir soupé ce soir. Oui, on est allé souper chez Saint-Hubert Express. Tout est express. C'est bon, vous vous laissez aller pour poser. Puis merci tout le monde de votre présence. Puis à la prochaine. Merci. Merci, au revoir.